Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture, qui profite de son déconfinement pour voyager dans le temps, non pas via la planète Marseille, mais via planète Hollywood, puisqu'on va parler aujourd'hui de Manque de David Fincher, avec un trio de tête, ma foi, fort sympathique. Charlie, comment ça va Charlie ? Bah écoute, ça va très bien, on se retrouve pour parler de cinéma après avoir parlé de produits culturels avec Mulan, donc très content. Avec Océane également, comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Écoute, ça va pas trop mal. Toi Cédric, comment vas-tu ? Bah écoute, super, parce que comme Charlie, on va parler d'un bon film, alors ça me fait plaisir. Bon film, dont on va parler justement juste après le jingle. Vous pouvez, petit rappel, nous suivre sur YouTube, Twitch et Twitter, et échanger avec nous sur Discord, que vous ayez vu Manque ou non, que vous l'attendiez, que vous l'expériez. N'hésitez surtout pas à partager vos anecdotes sur le film, c'est la critique. Minable, méga minable. Faudrait trouver un argument plus original. Alors Manque, Charlie, c'est d'abord l'histoire d'un personnage hollywoodien laissé dans l'ombre d'Orson Welles, Herman Mankiewicz. Exactement, Karel. Alors, à l'orée de l'âge d'or hollywoodien, Herman Mankiewicz, alias Mank, est un scénariste de la MGM au sommet de son art. Malgré ses opinions politiques marquées à gauche, le frère du célèbre réalisateur Joseph Mankiewicz devient le protégé du polémique mania des médias William Randolph Hearst, grâce à son franc-parler et son sens de la formule légendaire. Mais Mank va rapidement entamer une descente aux enfers des suites de ses addictions au jeu et à l'alcool. La salvation pourrait-elle alors passer par l'écriture du scénario que lui commande ce jeune réalisateur mégalomane du nom d'Orson Welles ? Tu évoques là le point central de la communication autour du film, puisqu'il est censé nous raconter la genèse du fameux, justement, Citizen Kane d'Orson Welles. C'est la question qui va se poser, c'est surtout ce qu'il nous raconte à travers cette genèse. Effectivement, il nous raconte beaucoup de choses, et c'est là une des grandes forces du film, c'est sa richesse thématique. À travers toute cette histoire, vont se poser beaucoup de questions, comme la réflexion sur la paternité d'une œuvre, notamment à travers cette mise en avant d'un scénariste, de la part d'un réalisateur qui n'a jamais lui-même écrit un scénario, en même temps qu'à une réflexion sur la paternité à travers tous ces flashbacks qui vont nous raconter où va puiser Mank dans son expérience personnelle et pourquoi il est poussé à écrire cette histoire en particulier. Également la force des images, ce qu'elles portent en elles et ce qu'on leur donne, notamment à travers des fake news déjà à l'époque, avec la MGM qui a commandé des faux bulletins d'actualité pour essayer de discréditer un candidat socialiste, avec du coup une mise en scène du combat entre l'intelligence et les manipulations à travers l'image. Mais on a également toute une réflexion sur la possibilité d'être intègre dans un système aussi cadenassé et contrôlé que celui des grands studios hollywoodiens. Donc ça fait évidemment écho à la situation actuelle d'Hollywood et surtout à la vie de Fincher, vu qu'on sait qu'il a souvent eu des rapports assez compliqués avec les studios. On se rappelle d'Alien 3, mais c'est pas le seul cas. Surtout parce qu'à travers le personnage de Mank, on a vraiment quelqu'un d'intéressant à cause de son ambiguïté. C'est à la fois un ami des puissants, il est en rapport de séduction avec des gens qu'au final il méprise intellectuellement et idéologiquement, malgré son franc-parler, et c'est ce qui finit par en faire une sorte de bouffon du roi. On l'apparente vraiment à un clown, et c'est la prise de conscience de son hypocrisie qui mène justement à cette nécessité d'assumer ses idées et ses actes avec l'écriture du scénario, et plus seulement par des jolies paroles en l'air. Il y a beaucoup d'autres forces dans ce film. Les dialogues d'abord, que je trouve vraiment magnifiquement écrits, ils sont très virtuoses, ils sont très justes. Il faut là rendre hommage au père de David Fincher, qui est l'auteur du scénario, donc Jack Fincher. Et puis surtout, l'interprétation des acteurs qui donnent vie à ce texte. On a un Gary Oldman magistral, c'est sans doute la meilleure interprétation de cette année, et c'est peut-être son meilleur rôle en termes vraiment d'interprétation. Et également Amanda Seyfried, qui est vraiment très étonnante. Je la connaissais pas du tout à ce niveau-là de subtilité. Elle campe un personnage très riche, très dense, doté d'une intelligence étonnante qui contraste avec son physique et son image d'actrice bimbo, et en même temps, elle dégage une grande sensibilité, une douceur qui contraste également avec son côté subtilement manipulatrice. Donc on a vraiment des personnages très fins et une mise en scène et une direction d'acteur qui est très fine. Donc là, tu nous vends quand même un sacré film, un chef-d'œuvre de plus. Je vais avoir du mal à aller jusque-là, parce que je trouve que le film souffre quand même d'un certain nombre de problèmes, à mon sens en tout cas, qui retiennent un petit peu mon enthousiasme. D'abord, j'ai loué les dialogues, mais je trouve qu'au niveau scénaristique, la structure narrative, elle peut être un petit peu rébarbative. On a, pour vous présenter les choses, d'un aller-retour très systématique entre le moment de l'écriture du scénario et ses suites, et ce qui va mener à ce scénario en prenant le personnage de Mank au sommet à Hollywood au début des années 30. Donc on a cet aller-retour,
ces deux parcours en sorte de rise and fall inversé, qui est parfois un petit peu lourd, notamment quand on a tous les personnages qui vont se succéder au chevet de Mank pour essayer de le convaincre de se retirer du projet. Mais il faut avouer que même là, malgré tout, cette structure finit par prendre sens parce que elle permet de faire ressortir en fait le parcours du personnage et la manière dont il a chuté et la manière dont il va trouver la rédemption à travers l'écriture de ce scénario qui va le réconcilier avec lui-même. Mais au-delà de ça, il y a également un parti pris artistique que je trouve un petit peu trop gratuit. Il faut savoir que le film est donc tourné en numérique, mais que en post-production, on a travaillé pour rajouter du grain à l'image, pour essayer de vieillir un peu cette image comme si on avait une pellicule qui avait un certain vécu. On a également beaucoup d'effets, notamment à travers des brûlures de cigarettes toutes les 20 minutes pour simuler un changement de bobine, et je trouve ça parfois un petit peu artificiel. Le son aussi, mais j'en parlerai pas dans cette critique, on en parlera peut-être dans la reprise. Disons que la réception de cette esthétique, je trouve très premier degré dans les critiques, m'agace un peu parce que j'en ai un peu marre des films hommages à la The Artist. Il y a quelque chose d'un peu gratuit dans le fait de faire juste un film comme avant, comme un petit plaisir infantile, et je trouve qu'il y a une espèce de validation de la critique qui est dans une nostalgie un peu élitiste et surtout inutile qui me déplaît. J'ai lu dans une critique une hypothèse pour expliquer ce procédé que je trouvais intéressante, donc je voulais rendre compte, c'est que l'artificialité du procédé esthétique justement serait une sorte de miroir pour critiquer l'artificialité de cet Hollywood et à travers lui du Hollywood également contemporain. Mais ça me paraît problématique pour le film d'abord parce que je trouve que cette esthétique est ressentie comme très premier degré. Du coup pour moi ça n'a pas vraiment marché, en tout cas la première fois que je l'ai vu. Et également pour la communication du film qui est évidemment centrée sur ce côté prouesse technique et nostalgique du vieil Hollywood. Et surtout pour les critiques de cinéma qui, dans toutes les critiques que j'ai vues, mettent ça en avant comme vraiment le point fort de ce film qui l'enverrait tout droit aux Oscars. Et je trouve ça un petit peu problématique de mettre en avant un film juste pour cette raison-là, parce qu'il reproduirait bien une esthétique particulière. Et découle de tout ça, je trouve un certain manque de personnalité dans le découpage et dans le montage. Je trouve que c'est très académique et que ça s'envole très rarement. Finalement, ce qui fonctionne, c'est vraiment la direction d'acteur et la dramaturgie. Mais la manière de filmer elle-même, je la trouve un petit peu limitée. Et je trouve que là où ce film est censé être le plus personnel de ces films, en termes thématiques, pour plein de raisons qui sont que c'est son père qui a écrit le film, que c'est un projet qui tient depuis longtemps, et ben ça ne l'est pas vraiment au niveau esthétique. Alors du coup, t'es quand même assez dur avec le film. Qu'est-ce qu'on peut en retenir ? Est-ce que c'est un film brillant ou est-ce que c'est un film raté ? Malgré le fait que je critique ce que je ressens parfois comme un parti pris un petit peu artificiel, il faut reconnaître, surtout que j'ai pu le voir au cinéma et un certain nombre de semaines s'est écoulé avant le deuxième visionnage avec la sortie du film, je dois avouer qu'il y a quand même quelque chose qui habite ce film, qui vous travaille au fur et à mesure des jours, et c'est quand même le signe que Fincher a réussi à capter quelque chose à travers ces images. Une piste d'interprétation de ce parti pris esthétique que je pourrais accepter, ce serait qu'elle montre à la fois le côté magique de cet Hollywood et en même temps, à travers ce cadre très rigide, elle montre à quel point ces studios sont cloisonnés et rigides eux aussi, surtout face à une personnalité aussi exubérante que celle de Mank. Si c'est l'explication la plus plausible pour moi, il faut donc qu'on arrête de parler partout d'une magnifique photographie qui redonnerait vie à une époque merveilleuse du cinéma, comme si ça suffisait à faire de ce film un grand film. Jusqu'à preuve du contraire, le pastiche ne fait pas un grand film, même quand il fait référence à un cinéma d'un temps qu'on aime idéaliser. Ce qui fait un grand film, c'est l'absence de gratuité et justement la force du lien qui est fait entre l'esthétique et le fond. Donc pour mettre ce film au rang d'un chef-d'œuvre, il faudra expliquer pourquoi et non pas mettre en avant cette esthétique comme si ça suffisait. Pour quitter ce débat que fait naître chez moi la réception de Mank dans son traitement esthétique et revenir au film lui-même, les faiblesses et interrogations qu'il fait naître ne suffiront pas à altérer le net sentiment qu'on a à faire là un film gracieux, plein de sensibilité et intelligent dans sa mise en scène, qui saura au fur et à mesure des années trouver sa place sans rougir dans la filmographie d'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle. À défaut d'être l'un des grands du 21e, si je comprends bien. Du 21e, pardon. Pas de problème. Du coup, merci pour ta critique, Charlie. Je me tourne vers vous, les amis. Océane, je sais que tu es une grande amatrice du cinéma de Fincher et que c'est un film que tu attendais au tournant. Bah oui, comme à peu près tous ces films depuis Benjamin Button. Et d'ailleurs, ce film-là, Mank, m'y a beaucoup fait penser, j'y reviendrai un peu plus tard. Par contre, je voulais commencer sur l'aspect un film à la The Artist. C'est provocateur. Hein. Alors, non seulement c'est provocateur, mais en plus, Fincher, depuis début des années 2000, voulait le faire en noir et blanc,
et qui s'est pris toutes les portes des studios qui lui ont claqué au nez en lui disant bah non, on va pas te financer ton film en noir et blanc, même si c'est un scénario de ton père, on s'en fiche quoi. Du coup, le fait que justement il n'ait pas lâché le morceau sur le noir et blanc, pour moi ça veut dire à quel point c'était important pour lui de le tourner dans ce format-là et qu'on est loin d'un gimmick, parce que pour le coup, si c'était à ce point un gimmick, je pense qu'il aurait complètement laissé tomber cet angle-là et qu'il y serait allé en couleur avec peut-être des effets pour des flashbacks ou quoi que ce soit. Là, je trouve qu'au contraire, ce noir et blanc, c'est vraiment la preuve qu'il est dans une démarche vraiment absolue comme sur tous ses films. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à comprendre comment on peut le situer comme un pastiche ou quoi que ce soit, parce que pour moi, plutôt qu'un pastiche, c'est vraiment une reconstitution en tant que telle. C'est une reconstitution aussi de l'époque, du cerveau de Mank, parce que le film, il est quasiment dans toutes les séquences. Pour moi, c'est davantage la plongée dans le cerveau d'un homme en noir et blanc qui est à force de liquide alcoolisé, si je puis me permettre, qui s'ouvre petit à petit vers un triste destin. Pour moi, ce noir et blanc, c'est vraiment le signe d'un crépuscule, complètement. Et j'apprécie le fait que ce noir et blanc, à la fois, il provoque une luminosité très très claire sur les jours, et en même temps, les nuits non plus ne sont pas si noires que ça, et je trouve que la manière dont il filme le jour et la nuit, avec les éclairages hyper subtils et tout ça, je trouve que c'est au contraire hyper intelligent. Du coup, pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs films en noir et blanc récents, parce qu'il a également compris que prendre une caméra comme le HDR pour tourner un film qui est censé se dérouler dans les années 30-40, pour moi, ça participe vraiment de cette volonté de fausse perfection. Parce qu'on sait que Fincher, c'est un maniaque. Vraiment, on sait à quel point il veut tourner un nombre de prises incalculable. Là, apparemment, sur ce film-là, il y a certaines scènes qui ont nécessité genre 100 prises. Donc on voit à quel point il est vraiment obsédé par cette idée de perfection. Et pour moi, je trouve que c'est hyper intéressant qu'il choisisse ce sujet pour le faire en noir et blanc, parce que c'est le premier film en noir et blanc de sa carrière. Mine de rien, certains auteurs ont attendu moins de films que ça pour le faire, et je pense notamment aux frères Coen avec The Barber notamment, Alfonso Cuarón avec Roma et tout ça. Et moi non, je trouve que ce noir et blanc est hyper organique. Et je n'ose pas imaginer ce film-là en couleur. Il arrive tellement à faire briller ses personnages avec ce noir et blanc, avec l'utilisation des costumes, des cheveux d'Amanda Seyfried. Il arrive à créer ces sortes de symboles visuels hyper profonds avec seulement 2 couleurs plus un petit peu de gris. Je trouve que c'est un des plus beaux noirs et blancs, dans le sens où c'est celui qui a le mieux compris ses enjeux et qui fait naître en toi le sentiment que c'est très beau, mais il y a quelque chose de factice. Et au fond, il raconte quoi ce film ? Il raconte que derrière les plus belles images, il y a quelque chose de factice. Donc en soi, je trouve que la démarche est plus méta qu'autre chose. Donc après, on pourra trouver ça un peu facile, et c'est vrai que j'ai connu Fincher plus subtil en matière d'images, et pour moi notamment Gone Girl savait également très très bien utiliser les images, notamment avec Amy Dunn aussi, qui a une maîtrise du discours et des images qui est assez fou. Pour moi, on est vraiment dans cette volonté de Fincher de manipuler le public avec des images dont on sait qu'elles sont fausses, et je trouve que ça va complètement de pair aussi avec le score de Trent Reznor et Atticus Ross, qui n'a utilisé que des instruments des années 30-40. C'est cette volonté de montrer que tu penses que dans tous les moindres détails ça reproduit un film des années 30-40, mais non, pas du tout, parce que le grain de l'image est trop parfait pour ça. Et je trouve que utiliser une caméra qui capte la perfection à ce point de ces images pour décrire une époque qui était pourtant aussi pourrie de l'intérieur, c'est quelque chose qui arrive à très bien fonctionner sur le long terme. Après, effectivement, il faut connaître un petit peu de quoi parle Citizen Kane, parce que sinon, toutes ces images, tu te dis, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça raconte ? Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est peut-être le film le plus exigeant de sa carrière, et pas mal de gens l'ont comparé au Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino dans la culture d'une certaine époque du cinéma qu'il faut connaître, et ça, je suis assez d'accord, et c'est vrai que ça peut être un frein pour beaucoup, et clairement, je comprends totalement ce reproche. Mais pour quelqu'un comme moi qui connaissait à peu près le déroulé et tout ça, malgré un début que je trouve un petit peu dur, il m'a fallu 20 bonnes minutes pour vraiment rentrer bien dans le film et comprendre un peu ce qu'il voulait dire avec ce sorte de jeu d'échecs où chaque pion bouge en fonction de ses intérêts politiques, financiers, culturels et tout ça. J'ai réussi à me laisser porter, et je trouve que la dernière demi-heure avec ces passages de plus en plus rapides entre le passé et le présent, ça m'a beaucoup rappelé Social Network dans cette manière finalement de confronter un personnage aux trahisons qu'il a provoquées. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un film éminemment personnel, parce que qu'est-ce qu'il parle une fois encore ? Tout simplement des liens que l'on trahit pour ses propres intérêts et de comment on finit par payer allègrement la facture.
Donc en ça, pour moi, c'est un film qui s'inscrit totalement dans la filmographie de Fincher. Je trouve que le script de son papa est très intelligent, et je conclurai en disant que quand on est Fincher et qu'on consacre pas moins de 4 films à des lead characters qui sont journalistes, que la scénariste de ton avant-dernier film est également une ancienne journaliste, je trouve que sa démarche est totalement cohérente dans son œuvre et qui au final il ne fait que prolonger le travail qu'il entamait déjà à la fois avec ses personnages et ses collaborateurs. Mais The Social Network n'est-il pas son Citizen Kane à lui, hein? Voilà, voilà, on va Ah peut-être bah en parler. il disait que Social Network pour lui c'était un mélange de Citizen Kane et de John Hughes, donc complètement. Bon, bah voilà, la boucle est bouclée. Avant de donner la parole à Cédric, Charlie, tu voulais réagir. Je voulais juste réagir à ce que disait Océane. Ce que je critique, ça n'est pas le fait de faire du noir et blanc. Attention, ce qui me dérange, c'est plus la manière dont il se justifie ou non. Et ce qui m'a dérangé, c'est la manière dont il est traité par moment, avec notamment des sortes de gimmicks de mise en scène de l'époque. On a ces fondus au noir tout le temps, on a les cigarettes burn tous les 20 minutes. Comme si on avait un changement de pellicule. Beaucoup de ces choses-là que je trouvais un petit peu artificielles et gratuites, qui ont pu me déranger. C'est pas du tout l'utilisation du noir et blanc, et c'est aussi le fait que, au final, je trouvais que la manière dont il a utilisé le numérique est au final assez lisse quand on le confronte à l'esthétique pellicule de ces années-là. Notamment au niveau des visages, je trouve que ça marche pas toujours super bien. Mais voilà, c'était pas le choix de tourner en noir et blanc lui-même qui m'a dérangé. Je vais du coup donner la parole à Cédric. Et là, c'est le moment où on va t'afficher devant tout l'internet français, car tu n'as pas vu Citizen Kane, et du coup, tu as pu apprécier Manque avec un regard candide. Du coup, qu'en as-tu pensé ? Oui, déjà, effectivement, je n'ai pas vu Citizen Kane. C'est pas grave, je le verrai un jour. On va pas rentrer dans le débat qu'est-ce qu'il faut voir ou pas voir pour être cinéphile. Le débat se pose pas. Je pense juste en revanche que c'est triste quand j'entends que mes deux camarades disent qu'effectivement le film est peut-être un peu hermétique si tu connais pas ça, parce qu'il y a une grande majorité des gens. Et je me suis dit, c'est quand même dingue que maintenant, s'il n'y a pas un carton explicatif en début de film pour t'expliquer vraiment le contexte, et encore il y en a un, il me semble, dans Manque. J'ai un souvenir qu'il y en a un quand même. Il y en a un. C'est quand même un peu triste de se dire que maintenant, voilà, faut s'abaisser au niveau de ce que le public connaît ou connaît pas plutôt que d'essayer de l'élever. Bon, ça c'est une autre question. En tout cas, moi j'ai pas vu Citizen Kane, je sais de quoi parle Citizen Kane. Je connaissais le contexte globalement du film parce que j'ai fait des études de cinéma et qu'on en parle forcément à un moment ou à un autre. Mais effectivement, ça n'a pas été un problème pour moi. Je pense qu'effectivement, le film va être un peu compliqué à rentrer dedans si on ne sait pas du tout de quoi parle Citizen Kane et qui est Orson Welles. Mais sans ça, le film est quand même assez vivant pour lui-même en fait. Le film est assez malin pour pas trop citer de scènes référentielles à Citizen Kane. Globalement, il te parle d'une scène de luge. Alors si tu connais pas la scène de la luge, tu vas pas comprendre, mais c'est pas très grave en soi, je trouve. Mais ça m'a pas empêché de passer un excellent moment. Déjà pour rebondir sur l'esthétique, vu qu'on est tous passés par cette houleuse question de l'esthétique, pas l'esthétique, je dirais que je suis quand même plus de l'avis d'Océane. Je comprends ce que dit Charlie vis-à-vis peut-être des petits gimmicks où il se fait plaisir en faisant popper le son au moment où il y a un changement via une brûlure de cigarette sur le côté droit, mais en même temps il le faisait déjà dans Fight Club en fait. Enfin, pour moi, c'est pas idiot que ce soit ce mec-là qui revienne une fois de plus à cette vision un peu vieillie du cinéma et qui se fasse un petit plaisir par-là. Et en plus de ça, je trouve ça intéressant parce qu'il y a une espèce de rythmique du coup du film. Un truc qu'on avait oublié. Les brûlures de cigarettes servaient à rythmer le film en fait. Moi, quand j'étais petit, je me souviens en avoir vu encore des films projetés sur pellicule quand j'avais entre 6 et 10 ans. Et il y avait une rythmique. Quand tu voyais une brûlure de cigarette, tu savais que tu passais à un nouveau moment du film et souvent c'était dû à un changement de séquence. Et c'est indescriptible, mais je trouve qu'il a réussi quand même à retransmettre ça. Ça vraiment, j'ai eu ce feeling de me dire, ok, ça marche. Mon seul vrai défaut vis-à-vis de l'esthétique, je vais pas me passer 20 ans sur l'esthétique parce que je trouve que Océane a plutôt bien résumé ce que je pense du film sur son visuel. Je dirais que le seul vrai défaut pour moi, c'est que les plans sont un peu trop modernes. Je trouve que voilà, la seule chose qui pêche dans tout son artifice pour faire une espèce de restitution des années 30-40, on voit certains plans qui sont un peu trop modernes, certains cadrages qui sont un peu trop de notre époque, un peu moins de l'époque à laquelle le film est tourné, et c'est dommage. Ça casse un peu l'illusion de se dire qu'on est dans un vieux film, parce que sinon ça marche plutôt bien. Et effectivement, je pense pas que ça soit juste un simple gimmick pour se faire plaisir, parce que Fincher, c'est le mec, dès qu'il a pu tourner en numérique, il a tourné en numérique, il a toujours fait en sorte d'être le plus précis possible. Pour lui, le cinéma, c'est un travail collectif, mais pour autant, il essaye d'avoir une vision la plus profonde et la plus absolue possible de son travail. Océane disait qu'il a refait une centaine de fois des prises. Il disait que c'était une prise avec le personnage de Marion, qui ne parle pas dans le film. Il y a une séquence où le personnage ne parle même pas. Et ils ont fait 24 heures de prise
sur ça. Parce qu'elle avait pas la bonne attitude, la bonne mimique. Et je me dis, voilà, bon, un mec qui passe autant de temps sur ce genre de détails absurdes pour certains, je pense pas que l'usage du noir et blanc soit purement pour rigoler. Maintenant, ce que je trouve assez fou dans le film, c'est qu'il a réussi à avoir une vision assez juste du monde des années 30-40, mais aussi d'une autre. Mine de rien, on parle de comment le cinéma, comment donc les images peuvent influer l'esprit humain. Comment même le plus brillant des hommes, en fait, peut fauter en étant peut-être parfois un peu trop candide, parfois un peu trop orgueilleux, mais par exemple, sans trop rentrer dans les détails et sans trop spoiler le film, ça serait un peu dommage, mais il y a une chose qui se passe lors des élections des députés, je crois. Je me rappelle plus si c'est député ou sénateur. Lors des élections du gouverneur de Californie, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est la faute de Mank, en fait. Et parce qu'il a eu une idée, il a dit quelque chose, mais de façon très ironique et pétante. Et en fait, on l'a pris à la lettre. Ah, il a eu une très bonne idée sans le vouloir. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça va amener à des choses un peu plus dramatiques. L'idée est assez folle de se dire que ce mec-là est ultra brillant, mais il est tellement brillant qu'il se rend pas compte que son intelligence peut être à double tranchant et peut être dangereux, quoi. Et c'est ce qui va se reproduire dans une autre scène vers la fin du film avec le personnage j'oublie toujours l'acteur, Charles Dance, c'est ça, qui va lui faire une très belle allégorie sur le petit singe d'orgue de barbarie, où je trouve que l'allusion est parfaite. En fait, cette idée-là, elle est plutôt puissante. Et donc, on peut allier ça en plus aux fake news actuelles, à la manipulation des images que les Américains essayent de faire le plus possible. Que par exemple, ça nous rappelle les heures glorieuses de la Fox qui a mis des images subliminales des candidats républicains de l'époque, je crois que c'était Bush, dans les JT, ce qui avait été condamné très lourdement. Enfin bref, voilà, le film est quand même assez malin pour mixer ces deux propos-là. C'est souvent la marque, je trouve, des grands films d'époque, enfin en tout cas qui parlent d'une époque, d'arriver à, sans le vouloir, faire de la recontextualisation, enfin sans le vouloir, sans être aussi évident. Je sais pas si je oui, c'est-à-dire qu'il traite vraiment son époque. Et en traitant cette époque, il y a un parallèle qui se fait, mais qui n'est pas un message... Disons qu'on a deux contextes qui se télescopent assez bien. On a deux industries du cinéma qui ont un besoin de se réinventer dans un contexte post-crise économique majeure, et le tout avec une montée en puissance des extrêmes. Donc les deux époques sont naturellement appelées à dialoguer sans même que le film ait besoin de l'expliciter outre mesure, quoi. Surtout, c'est intéressant parce que tu dis, Charlie, le film, il essaie de rendre hommage... Je veux bien que les critiques aient dit que ça rend hommage à une glorieuse époque du cinéma. En revanche, je pense que les gens, je sais pas s'ils ont pas compris le message du film, mais pour moi, le parallèle avec ce qui se passe actuellement, il est d'autant plus vrai. C'est-à-dire qu'on te montre quand même qu'un mec dans les années 30, il veut faire des films comme Citizen Kane. On s'oppose à lui et on propose plutôt des films à 2 balles qui permettent de manipuler le public plus facilement et de lui faire cracher les billets, quoi. Qu'en gros, les gens veulent pas réfléchir. À un moment, il y a cette phrase qui est horrible où on lui dit continue à travailler comme ça, mais pas trop non plus, quoi. Vise pas trop. Ouais. Comment ne pas faire un parallèle entre ça et le film Mank en lui-même, où il lui a fallu, comme disait Océane, presque 20 ans pour se faire, où il disait que maintenant tout est calculé à Hollywood, et je pense même pas que maintenant, ça fait des années que c'est comme ça, et même déjà à l'époque ça devait l'être d'une autre manière, voilà. Mais le risque est tout le temps calculé en fait, et c'est juste que par moment il y a des mecs qui sont assez malins pour, sous prétexte qu'ils vont faire un western, en fait ils vont donner un truc beaucoup plus profond que ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'arriver à faire un film. Et Mank l'explique bien de manière très détournée par le dirigeant de la MGM qui est Meyer, qui au début nous apparaît comme quelqu'un de sympathique en disant la MGM c'est la famille d'abord, c'est en plus l'art pour l'art, et en fait tu te rends compte que non. Et tout ça mélangé avec notre contexte actuel et mélangé avec un dernier truc, et je m'arrêterai là moi, mais qui m'a beaucoup touché, qui est vraiment quel est le rôle d'un réalisateur et d'un scénariste dans la manipulation des images. Qu'est-ce qu'on donne au spectacle en fait? Où est-ce qu'on a le droit d'être mensonger dans l'art? Qui est une question que se pose souvent un de mes réas préférés, Steven Spielberg, à quel point un réalisateur a le droit d'être manipulateur. Et le film pose la question, de quel droit le cinéma a-t-il le droit d'être manipulable ou pas? Est-ce qu'il faut raconter une stricte vérité ou pas? Est-ce que juste à partir du moment où tu filmes, tu manipules? La question est super passionnante et elle n'a pas de vraie réponse en soi, mais je trouve que Mank arrive à trouver une bonne idée de se dire que le cinéma est une illusion claire et nette. Il est là pour bercer un peu les gens, clair et net, mais c'est pas forcément négatif, en fait tout dépend, c'est une épée, et en fait l'épée elle peut blesser comme elle peut protéger, et la vraie réflexion se pose là en fait. Rappelons que David Fincher a fait ses armes dans une société de production qui s'appelle Propaganda. Il y a une dimension introspective peut-être assez poussée dans le film sur la question d'une certaine fabrique du consentement quelque part. Océane, tu voulais rebondir? Tout à fait, effectivement, je trouve que le film est super intéressant sur les fake news et c'est intéressant d'en parler avec Karel et Cédric quand on l'a vu. Mais cette année, on aura eu 3 films qui parlent de près ou de loin de l'Amérique d'aujourd'hui. Et pourtant, il y a 2 films d'époque. Donc on a le Sorkin, The Trial of the Chicago 7, dont Sorkin voulait absolument qu'il sorte avant les élections sur Netflix. On a eu Borat 2 sur Prime Video, dont Sacha Baron Cohen voulait qu'il sorte avant les élections, et il a eu gain de cause alors que c'est quand même Amazon. Et on a Mank. Alors pour le coup,
Je trouve que le film aurait été hyper intéressant s'il était sorti aussi avant les élections, parce que effectivement, je trouve qu'il montre vraiment très bien quelle est la responsabilité alors des réalisateurs et des scénaristes, mais aussi des petites mains. Et je pense notamment au personnage de Shelly. C'est vraiment un second rôle, mais qui apparaît à peine 20 minutes en tout dans le film, et qui a eu cette responsabilité de tourner ces fake news là et de comment il vit ça en fait, et c'est ça que je trouve assez passionnant, c'est justement le destin de ce personnage que je ne spoilerai pas, mais je trouve aussi qu'il pose des bonnes questions sur non seulement c'est quoi la responsabilité, mais comment tu vis aussi les conséquences. Comment les gens qui créent les fake news, ils se sentent à l'idée d'avoir créé tous ces gens. Comment, par exemple, c'est quoi à dire les gens qui ont bossé pour Trump, comment ils se sentent à l'idée d'avoir créé ces fake news, parce que quand on est directeur de com et tout ça, on va plus vers la personne qui nous engage que vers les opinions politiques. Du coup, comment on a cette responsabilité à partir du moment où on travaille dans un métier de communication, comment on gère le fait de manipuler à ce point un discours pourtant aussi important, j'ai envie de dire, qui définit le destin d'un pays. Et je trouve que le film est vraiment glaçant à ce niveau, parce qu'il montre non seulement que rien n'a changé, que c'est pas prêt de changer vu l'essor des réseaux sociaux. Et je trouve le constat du film vraiment hyper pessimiste, et je trouve que quelqu'un comme Mank, justement, qui essaie de se battre contre tout ça, bah lui aussi au fond il est complice vu qu'il manipule des images, et quelqu'un comme Orson Welles, lui aussi manipule des images. Donc en fait c'est pas tant la question de qui manipule ou quoi et à quel point, mais la question c'est vraiment qui ne manipule pas des images à ce rythme, parce que dans ce cas ça veut dire que sur un film t'as littéralement 100% des gens qui participent à manipuler des images. Et un autre truc sur lequel je voulais revenir pour terminer mon intervention, c'est que il y a une scène, un petit morceau de dialogue que j'ai beaucoup aimé dans une des scènes à la fameuse résidence du patron de la presse joué par Charles Dance, c'est qu'il parle du fait de ne pas trop politiser les œuvres et les films. Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'on sait pertinemment que chaque film est politique, et qu'à partir du moment où un film dit qu'il n'est pas politique, on sait pertinemment que c'est un peu douteux le discours qu'il y a derrière. Et en ça, je trouve que ce petit clin d'œil à ce grand magnat qui dit « mes films sont pas politiques », ça rappelle un studio actuel aux grandes oreilles qui disait que c'était pas politique, mais en fin de compte, avec Perlmutter, il était quand même un pote de Trump. Donc on sait ce que ça veut dire derrière le pas politique. Je vous redirige naturellement vers une autre de nos critiques qui est sortie récemment. Cédric, tu voulais rebondir? Je suis d'accord avec ce que dit Océane, mais il y a quand même une petite précision à apporter dans le personnage de Shelly. Il est technicien, il est en soi responsable, mais c'est quand même très sous-entendu qu'il est une victime des grands patrons qui lui font lorgner quelque chose, et que en fait ils se servent mine de rien d'une autre forme de détresse humaine. Il gagne pas beaucoup, il veut monter dans la société, il veut s'en sortir, et on lui promet contre ce boulot pas très frauduleux une espèce de contrôle créatif, et il voit pas le mal en fait derrière, parce qu'il a pas l'éducation de Mank, il a pas le pouvoir des patrons. Et donc en fait, il y a quand même cette réflexion de te dire que effectivement la manipulation d'image elle est dans le cinéma. Ceux qui disent que le cinéma raconte la vérité, pas vraiment vrai je trouve moi, mais c'est une vision du monde qu'on nous présente. Et tout le monde y participe, mais je pense que déjà tu comparais avec Trump, effectivement c'est pertinent. La différence c'est que en soi, quand tu veux faire un film, ton but n'est pas de manipuler les gens pour adhérer à une idée, on va dire, de comment le monde doit tourner, mais plutôt à leur faire raconter une histoire, et donc peut-être pour raconter les messages derrière. Après, il y a des cinéastes qui sont plus ou moins, on va dire, pernicieux dans ce discours, mais bon, je pense pas que derrière chaque film se cache non plus une fake news de Trump, c'est ça que je sous-entendais. Et pour répondre à ce que tu disais sur les gars qui s'occupent de la médiatisation de la campagne de Trump, ce genre de choses, enfin, en tout cas les mecs qui gèrent les images, comment ils font pour accepter ça, je pense que la réponse c'est que c'est une forme d'abandon. Il y a une BD qui est sortie très récemment, qui a un pitch un peu idiot, mais qui est beaucoup plus intéressant qu'on y pense, où c'est un mec chargé de com qui devient le chargé de com de Cyril Hanouna, et qui va réussir à le faire présenter aux élections, en fait, de la même manière que Trump est passé, ou que Coluche faillit passer à une époque. En fait, c'est la dictature du média, et de comment, sans aucun once de discours politique, et avec des nouilles dans le slip, on peut gagner vraiment. Et ça paraît débile, mais le mec a un moment un conflit moral, et finalement, il s'abandonne. Il s'abandonne à la cause d'Hanouna. Il y croit à fond, parce que s'il y croit pas, il peut pas se regarder dans la glace en fait. Donc, le mec s'auto-détruit. Je pense que dans le cas des gars de Trump, c'est ça, et c'est ce qui se passe aussi pour le personnage du monteur de Shelly à un moment. C'est exactement ça. Tu étais obligé de t'abandonner, sinon tu déprimes, et tu déprimes comme il déprime à peu près dans le film après, quoi. Ouais, effectivement, je suis d'accord avec ce que dit Cédric, c'est-à-dire que dans le film, je pense que l'image, elle est pas montrée forcément comme une manipulation à tous les niveaux, mais c'est une illusion. Tout dépend de ce que tu fais de cette illusion-là. Pourquoi tu l'utilises? D'ailleurs, la manière dont parle Mank tout le temps dans ces dîners mondains, c'est de la poudre aux yeux, et toute la question, c'est est-ce que tu utilises cette illusion-là pour aller toucher une certaine vérité,
ou est-ce que tu l'utilises justement pour endormir les gens ou pour faire passer certaines choses de manière manipulatrice. Mais je pense que là, le film est quand même justement assez subtil dans la manière dont il raconte ça justement, et les différentes manières dont l'illusion cinématographique peut être utilisée. Et ça pose aussi la question du coup de comment nous, on les reçoit, parce que ce que disait Fincher et que je trouve intéressant, c'est que on donne une force aux images, mais les images, elles n'ont pas forcément le sens en elles-mêmes, c'est comment nous on les reçoit. Et je pense que tout est là aussi, c'est d'apprendre à comprendre cette illusion pour pas être dupe. Un film donc éminemment testamentaire. Finalement, on aurait quand même beaucoup parlé autour du film, et je pense que c'est aussi l'objet du film, c'est de créer de l'intertexte avec beaucoup de choses, avec l'actualité, avec Citizen Kane même de base. Je me suis prêté à l'exercice de revoir Citizen Kane après avoir vu Manque, et très clairement, Manque jette une lumière nouvelle sur Citizen Kane. Je sais, Cédric, on en a parlé en off, que le film pourrait être conçu comme un bonus de 2h20. C'est ce qu'a dit Fincher. Voilà. Effectivement, Fincher a dit, moi, dans ma tête, je le vois vraiment comme une espèce de bonus s'il y avait eu une édition DVD à l'époque de Citizen Kane, quoi. Il y a une très belle mécanique cyclique entre les deux films qui fonctionne et qui du coup nous renvoie à notre rôle de spectateur, qui est d'être actif dans notre visionnage. Ça implique au moment de voir le film, mais aussi une fois qu'on l'a vu. Quelle belle invitation à voir et à revoir des bons films. Merci beaucoup David Fincher. Pour le coup, les amis, avez-vous un dernier mot avant qu'on conclue cet enregistrement d'une longueur record? Oui, très rapidement, il y a une scène de dialogue autour d'une fontaine entre Amanda Seyfried et Gary Oldman qui est probablement ma scène préférée de l'année. Et là, il n'y est même pas question de comment fabriquer l'image ou d'un débat sur un auteur ou quoi. C'est juste deux âmes en peine qui sont trop intelligentes pour le milieu dans lequel elles évoluent et qui arrivent à connecter et à se trouver ensemble. Et je trouve ça très beau, très émouvant. Et je m'attendais pas à être à ce point cueillie par une scène aussi tendre dans un film de David Fincher. Donc comme quoi, tout est possible. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du point de vue des femmes dans le film, mais il est très intéressant. Il y a 3 personnages féminins très importants. Et effectivement, tu as raison de le souligner, cette scène qui est très belle et qui montre, on va dire, les relations platoniques. Bref, on rentre pas dans les détails, mais je trouve ça très beau, moi, personnellement. C'est une scène magnifique. Il y a pas mal de sensibilité, ouais. Et moi, je dirais juste que on parle souvent de qu'est-ce qu'être un cinéphile, pas un cinéphile. C'est un débat qui revient régulièrement, surtout sur les réseaux actuellement. Je trouve que l'idée est peut-être là, en fait. C'est ce qu'on essaye tous plus ou moins de dire avec nos mots. C'est que la cinéphilie, c'est pas d'avoir vu tel ou tel film, c'est de vouloir voir n'importe quel genre de film pour essayer de comprendre ce que c'est que les images animées et de comment est-ce qu'elles marchent sur nous et de ce qu'elles peuvent nous faire ressentir, en fait. Je pense que la vraie cinéphilie, elle doit se trouver là. Peu importe que t'aimes regarder Barbie au Pays des Fées, Le Parrain ou Fight Club, si tu y vois quelque chose et si ça te fait ressentir des choses et que tu comprends pourquoi, alors peut-être que là t'es cinéphile, tu vois. Ce sera donc le mot de la fin. Merci à vous trois pour cette critique de Manque fort fournie. On rappelle, le film est disponible depuis le 4 décembre sur Netflix, réalisé par David Fincher, bébé d'amour d'Océane. Voilà, c'est bébé d'amour de nous tous. Vous pouvez nous suivre sur YouTube évidemment, sur Twitch et sur Twitter, échanger avec nous sur Discord, évidemment partager avec nous votre appréciation de Manque. Comme on a pu le voir, il y a pas mal de points d'entrée et de sortie dans le film, et donc à mon avis il gagne à faire l'objet d'une bonne reprise entre nous, donc n'hésitez pas à partager avec nous vos anecdotes sur le film. On vous donne rendez-vous pour de prochaines critiques. D'ici Noël, quelque chose me dit qu'on va en avoir pas mal, et on vous salue bien bas. Ciao. Ciao. Ciao.